Suite à la tentative d'assassinat de l'ancien président américain Donald Trump, les doigts ont été pointés dans de nombreuses directions. Toutefois, il semblerait que Trump ait mis en scène l'assassinat et que les services secrets aient été mis au courant. Ce n'est pas totalement inhabituel pour Trump, étant donné qu'il a essayé d'annuler la victoire de Biden aux élections de 2020. Est-il vraiment allé jusqu'à mettre en scène son propre assassinat pour obtenir davantage de soutien? Les agents de sécurité de Trump s'expriment. Le 14 juillet, un utilisateur prétendant être Jonathan Willis, un tireur d'élite des services secrets américains, a lâché une bombe. Il a déclaré être l'officier figurant sur la célèbre photo des deux tireurs d'élite sur le toit lors du rassemblement de Trump. Selon M. Willis, il avait l'assassin en ligne de mire depuis au moins 3 minutes, mais le chef des services secrets lui a ordonné de ne pas tirer. Il a affirmé que les hauts gradés l'avaient empêché d'abattre l'auteur de l'attentat avant qu'il ne puisse tirer sur le président Trump. Ce message est rapidement devenu viral, des captures d'écran apparaissant sur Facebook et d'autres plateformes de médias sociaux. Les gens ont été choqués et intrigués par les affirmations de M. Willis. Des commentaires tels que « Je crois à 100% l'agent Willis et cela semble tout à fait juste » ont inondé le message, montrant un mélange de soutien et d'incrédulité. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Plus tard, M. Willis a répondu à son propre message, expliquant qu'il avait été arrêté, interrogé par le FBI et relâché 1 heure auparavant. Il a affirmé qu'il avait perdu son emploi pour ne pas avoir suivi les ordres, mais qu'il était heureux d'avoir pris les photos malgré tout. Pour comprendre la gravité de ces affirmations, il convient de se pencher sur l'événement en question. Le 13 juillet, lors d'un événement de la campagne Trump à Butler, en Pennsylvanie, Thomas Matthew Crooks aurait tenté d'assassiner Trump. Crooks, armé d'un fusil de type AR-15, a tiré depuis un toit situé à environ 150 mètres de l'estrade. Il a blessé Trump et tué un participant au rassemblement, avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Les noms des tireurs d'élite impliqués n'ont pas été rendus publics, ce qui ajoute au mystère qui entoure cet incident. Qui est Jonathan Willis et pourquoi fait-il des déclarations aussi explosives? Le porte-parole des services secrets américains, Nate Herring, a catégoriquement nié l'existence d'un employé du nom de Jonathan Willis. Dans un courriel, M. Herring a déclaré « Il n'y a pas d'employé des services secrets américains portant ce nom. Cette affirmation est catégoriquement fausse. » Alors, si Jonathan Willis n'existe pas, qui a publié ce message et pourquoi? Les réactions du public ont été mitigées. De nombreuses personnes sont promptes à croire l'histoire de Willis, tandis que d'autres sont sceptiques. L'Internet fourmille de théories et de débats sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Certains pensent qu'il s'agit d'une dissimulation du gouvernement, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit simplement d'un autre troll d'Internet qui cherche à attirer l'attention. Le fait que les services secrets nient son existence soulève de nombreuses questions. S'agit-il d'une dissimulation ou quelqu'un cherche-t-il à susciter la controverse? La fuite d'un texte échangé entre les agents des services secrets soulève encore plus de soupçons. Près de 100 minutes avant l'entrée en scène de Donald Trump, les services secrets et les forces de l'ordre local étaient déjà en état d'alerte. À 16h19, un contre-tireur local qui venait de terminer son service a envoyé un message à ses collègues. « Les gars, je suis sorti. Soyez prudents. » Il est sorti du 2e étage d'un entrepôt qui donnait sur le site du rassemblement. En sortant, il a remarqué un jeune homme aux cheveux longs et filasses assis sur une table de pique-nique près de l'entrepôt. À 16h26, le contre-tireur a envoyé un message à ses collègues au sujet de l'homme, précisant qu'il se trouvait à l'extérieur de la zone clôturée du Butler Fair Showgrounds, où Trump devait se présenter. Il a indiqué que la personne l'avait vu sortir avec son fusil et qu'elle savait que vous étiez là-haut. À 17h10, Crooks n'était plus sur la table de pique-nique. Il se trouvait juste en dessous des contre-tireurs, qui se trouvaient à l'étage dans un entrepôt appartenant à AGR International. L'un des contre-tireurs a pris des photos de lui, selon un rapport d'enquête des forces de l'ordre. Ces textes et photos ont été fournis au New York Times par le bureau du sénateur Charles U. Grassley et ont été vérifiés de manière indépendante. À 17h38, les photos ont été partagées dans un groupe de discussion et un autre texte a été envoyé aux agents, leur demandant d'informer les services secrets. Un enfant apprend à connaître le bâtiment dans lequel nous nous trouvons. Je crois que c'est l'AGR. Je l'ai vu avec un télémètre qui regardait vers la scène. Pour info. Si vous voulez informer les tireurs d'élite des SS de faire attention, je l'ai perdu de vue. Je l'ai perdu de vue. À 18h11, Thomas Crooks serait mort sur le toit d'un entrepôt relié à celui où étaient postés les tireurs d'élite du comptoir, après avoir été abattu par les services secrets pour avoir tenté d'assassiner l'ancien président Trump. Les SMS fournissent l'image la plus détaillée des heures qui ont précédé la tentative d'assassinat. Ils révèlent que Crooks a éveillé les soupçons de la police plus de 90 minutes avant la fusillade, et non 60 minutes comme cela avait été évoqué lors des auditions du Congrès.
Les messages ajoutent également à la preuve que Crooks avait souvent une longueur d'avance sur les forces de sécurité, en particulier les services secrets. Monsieur Crooks a repéré le site du rassemblement un jour avant les services secrets. Il a utilisé un drone pour étudier le site, alors que les services secrets n'avaient pas demandé l'autorisation d'en utiliser un pour le rassemblement. Il s'est renseigné sur la distance qui séparait Lee Harvey Oswald de John F. Kennedy lorsqu'il a tiré sur le président en 1960, soit environ 265 pieds, et a réussi à grimper sur un toit qui se trouvait à environ 400 pieds de M. Trump, à son point le plus proche. Les services secrets ont laissé ce toit sans surveillance. Même après la fin de l'épisode, la police semblait ne pas savoir ce que Crooks avait fait et comment il l'avait fait. À la télévision, ils disent qu'on a tiré sur Trump et qu'il a été touché. Mais je n'y crois pas, a déclaré un agent de la police locale à un autre 17 minutes après la fusillade, lors d'une conversation filmée par une caméra embarquée. Alors que les policiers filmés se dirigent vers l'entrepôt où gît le corps sans vie de M. Crooks, on entend l'un d'entre eux dire « J'essaie de comprendre comment ce type est arrivé ici. » Les enquêteurs tentent toujours de déterminer les motivations de Crooks et ses actions dans les jours précédant le rassemblement, en partie grâce à ce qu'ils ont trouvé sur ses appareils personnels. Mais les textes et les images, combinés aux interviews du Times et aux témoignages publics des enquêteurs, ont permis d'apporter certaines réponses. Crooks possédait déjà le fusil semi-automatique de type AR-15 qu'il avait apporté au rassemblement. Il l'avait acheté en octobre à son père, qui l'avait acquis légalement en 23 ans. Il a commencé à recevoir des colis à son domicile de la banlieue de Pittsburgh, notamment des granulés d'engrais et des appareils radio. Il utilisera plus tard une partie de ce matériel pour fabriquer des bombes rudimentaires, dont 2 ont été retrouvées dans son véhicule après la fusillade et une autre à son domicile. M. Crooks avait commencé à chercher en ligne des informations sur des personnes célèbres, dont le directeur du FBI, Christopher A. Wray, le procureur général Merrick B. Garland, le président Biden et M. Trump. Il a également cherché troubles dépressifs majeurs. Le 3 juillet, la campagne de Trump a annoncé que le rassemblement à Butler aurait lieu 10 jours plus tard, et Crooks a concentré son attention sur l'ancien président et sur les assassinats passés. Le 6 juillet, Crooks a tapé une phrase inquiétante. Il a fait une recherche sur Google pour savoir à quelle distance Oswald se trouvait de Kennedy, a déclaré M. Wray à une commission du Congrès la semaine dernière. Le lendemain, M. Crooks s'est rendu sur le site de l'exposition agricole, à environ 1 heure de chez lui. Selon les enquêteurs, il y a passé 20 minutes. Il s'était déjà inscrit pour participer au rassemblement. Les agents des services secrets n'ont effectué leur première visite que le lendemain, le 8 juillet, rejoints par des représentants des forces de l'ordre de plusieurs agences locales et de l'État. C'est alors que les services secrets ont décidé d'exclure de leur périmètre de sécurité interne l'ensemble du complexe d'entrepôts appartenant à AGR, y compris le bâtiment N-6 que Crooks allait utiliser par la suite. Cela signifie que le jour du rassemblement, Crooks a pu s'approcher du bâtiment sans passer par le contrôle de sécurité. La confusion règne toujours quant à l'agence qui était censée superviser le toit. Kimberly A. Cheadle, alors directrice des services secrets, a déclaré lundi à une commission de la Chambre des représentants qu'elle ne savait pas à qui incombait cette tâche. Elle a démissionné le lendemain. On peut donc se demander comment Thomas a pu accéder au toit alors que la plupart des membres de l'équipe avaient vu sa photo sur leur téléphone. Autre élément suspect, l'équipe qui travaillait sur le rallye était censée être renforcée. Quelques jours avant le rassemblement, l'administration Biden a récemment lancé un grave avertissement aux services secrets concernant un possible complot d'assassinat orchestré par l'Iran. Les renseignements obtenus ces dernières semaines indiquaient que l'Iran préparait l'assassinat de l'ancien président Donald Trump. Ces informations ont été jugées suffisamment crédibles pour que les services secrets prennent des mesures immédiates. Selon 3 fonctionnaires américains au courant de l'affaire, la menace était sérieuse et nécessitait des mesures de sécurité renforcées autour de M. Trump. Le moment choisi pour cette mise en garde n'aurait pas pu être plus critique. CNN a été la première à parler de la menace iranienne, et la nouvelle s'est rapidement répandue comme une traînée de poudre. Les médias d'État iraniens ont toutefois rejeté les allégations en les qualifiant de non fondées et malveillantes. Ils ont affirmé qu'il n'y avait pas de complot et que les accusations étaient sans fondement. Malgré ces démentis, la communauté américaine du renseignement a maintenu ses conclusions, soulignant la nécessité d'être prudent et préparé. Dès qu'il a été informé de la menace accrue que représentait l'Iran, le Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a pris des mesures rapides. Il a contacté les hauts responsables des services secrets pour s'assurer que les derniers renseignements étaient suivis et pris en compte. Un responsable de la sécurité nationale a déclaré à NBC News que la campagne de M. Trump avait été informée d'une menace évolutive. Cela a conduit les services secrets à renforcer leurs ressources et leurs moyens pour assurer la protection de M. Trump et garantir sa sécurité face à un danger potentiel. Il est intéressant de noter qu'une source au fait de la conversation entre les services secrets
et la campagne de Trump a révélé que la campagne n'avait pas été informée que la menace était spécifiquement iranienne. Elle a seulement été informée d'une augmentation générale des menaces contre Trump. Pour comprendre le contexte de cette menace, il est essentiel de revenir sur les événements qui ont alimenté les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Le régime iranien a l'habitude de comploter contre des responsables et des officiers américains, anciens ou actuels. Il s'agit notamment de l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, de l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo et de l'ancien envoyé en Iran Brian Hook. Ces fonctionnaires étaient en poste lorsque l'administration Trump a effectué une frappe de drone qui a tué Qassem Soleimani, le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique de l'armée iranienne, en janvier 22. La mission de l'Iran auprès des Nations Unies a rejeté les accusations de complot, déclarant que l'Iran avait choisi la voie légale pour traduire Trump en justice. Ils ont affirmé que Trump était un criminel qui doit être poursuivi et puni par un tribunal pour avoir ordonné l'assassinat de Soleimani. Cette rhétorique juridique n'est toutefois pas de nature à apaiser les inquiétudes des responsables américains qui continuent de surveiller les menaces potentielles et d'y répondre. Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a souligné que l'administration surveillait depuis des années les menaces iraniennes visant d'anciens responsables de l'administration Trump. Elle a expliqué que ces menaces découlent du désir de l'Iran de se venger de l'assassinat de Soleimani. Madame Watson a souligné qu'il s'agissait d'une question de sécurité nationale et intérieure de la plus haute priorité. L'enquête sur la tentative d'assassinat de Trump de samedi est toujours active et en cours. Les forces de l'ordre ont indiqué que leur enquête n'avait pas permis d'identifier de lien entre le tireur et un quelconque complice ou co-conspirateur, étranger ou national. Cela signifie que le niveau de menace reste élevé et que les autorités ne prennent aucun risque. Comment Thomas a-t-il pu contourner les mesures de sécurité prétendument renforcées s'il ne s'agissait pas d'un coup monté de l'intérieur? Crooks a-t-il agi seul ou un deuxième tireur a-t-il été impliqué dans cette attaque? L'enquête initiale du FBI indique que Crooks a agi seul. L'une des théories conspirationnistes les plus persistantes suggère qu'un deuxième tireur se trouvait à proximité du lieu du rassemblement. Certains affirment qu'un autre tireur se trouvait au sommet d'un château d'eau, offrant ainsi un point d'observation pour une attaque coordonnée. Des vidéos floues mises en ligne montrent un point sombre près de la bouche d'aération du château d'eau, dont certains pensent qu'il s'agit d'une personne. Malgré l'absence de preuves concrètes, ces vidéos ont alimenté la théorie selon laquelle Crooks n'agissait pas seul. Le sénateur Ron Johnson, républicain du Wisconsin, a été l'un des plus ardents défenseurs de la théorie du deuxième tireur. Lors d'une interview accordée à l'émission Sunday Morning Futures de Fox News avec Maria Bartiromo, M. Johnson a déclaré « S'agissait-il d'un seul fusil? Y en avait-il plus d'un? J'ai vu des vidéos très intéressantes sur Internet, réalisées par des experts qui remettent certainement en question ce que le FBI nous dit à propos d'un seul tireur. » M. Johnson n'a pas précisé à quelle vidéo ou à quels experts il faisait référence, mais ces commentaires ont légitimé les théories du complot aux yeux de beaucoup. Il est très important de répondre à cette question, car si le Secret Service a renforcé sa sécurité pour protéger Trump de la menace iranienne et que le contre-tireur a repéré Thomas avant même qu'il ne monte sur le toit, comment a-t-il pu tirer clairement sur Trump? Trump a-t-il tenté de mettre en scène sa propre mort? Étant donné que Trump était l'une des victimes de la fusillade et qu'il a été visiblement blessé, il est très facile d'ignorer le fait qu'il aurait pu mettre en scène cette fusillade lui-même. Il n'est pas totalement anormal que Trump fasse un effort supplémentaire pour se hisser au pouvoir pour la deuxième fois, étant donné qu'il a clairement tenté de renverser la victoire de Biden lors des élections de 2020. Quelques heures à peine après la fermeture des bureaux de vote le 3 novembre 1920, Donald Trump a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de céder sa place à Joe Biden. Au lieu de cela, lui et ses alliés ont lancé une série de stratégies radicales pour renverser les résultats de l'élection. La première vague de ces efforts a consisté à engager des poursuites post-électorales et à faire pression sur les autorités pour empêcher la certification de la victoire de Joe Biden. La campagne de Donald Trump, le Parti républicain et des alliés clés comme Sidney Powell et Al Linwood ont intenté des dizaines d'actions en justice dans des États clés tels que l'Arizona, la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Ils ont invoqué une fraude généralisée, mais les juges, y compris ceux nommés par M. Trump, ont rejeté ces contestations au rythme de plus d'une par jour. Dans certains cas, les juges ont fait valoir que les affaires n'affecteraient pas suffisamment de bulletins de vote pour changer le résultat ou qu'elles avaient été déposées trop tard. Dans d'autres cas, les juges ont sévèrement rejeté les allégations de fraude ou de problèmes liés au vote, reprochant à M. Trump et à ses alliés d'essayer de priver les électeurs de leur droit de vote. Un cas notable a été plaidé personnellement devant le tribunal par l'avocat de Trump et ancien maire de New York,
Rudolph W. Giuliani. Le 11 décembre, la Cour suprême a refusé d'entendre une plainte déposée par le Texas, qui estimait que les victoires de Joe Biden dans 4 États devaient être annulées. Malgré les batailles juridiques incessantes, il était clair que Trump ne gagnerait pas devant les tribunaux. Lorsqu'il est devenu évident que les tribunaux ne renverseraient pas les résultats de l'élection, Trump et ses alliés se sont tournés vers les républicains locaux pour faire pression afin d'empêcher la certification de la victoire de Biden. Dans le comté de Wayne, Michigan, les membres de la commission électorale ont déclaré avoir reçu des appels téléphoniques de Trump leur demandant de ne pas certifier la victoire de Biden à Détroit. De même, les membres du conseil des superviseurs du comté de Maricopa en Arizona, chargés de certifier la victoire de M. Biden dans le plus grand comté de l'État, ont subi des pressions de la part de M. Trump. Des campagnes publiques et privées ont été menées pour persuader le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, le secrétaire d'État de Géorgie, Brad Raffensperger, et le gouverneur de l'Arizona, Doug Ducey, tous républicains, de rejeter ou d'annuler la certification à l'échelle de l'État. Malgré ces efforts, les États clés ont certifié la victoire de Biden et le collège électoral s'est réuni, montrant clairement que Trump ne parviendrait pas à empêcher la certification. La campagne de pression visant à empêcher la certification était une tentative désespérée de renverser les résultats de l'élection, mais elle a finalement échoué, car les autorités ont maintenu l'intégrité du processus électoral. Les présidents des États-Unis sont officiellement sélectionnés par un vote du collège électoral, les grands électeurs étant déterminés par le vote certifié de la population de chaque État. Des messages textuels échangés par le chef de cabinet de M. Trump, Mark Meadows, et rendus publics par la 6e commission de la Chambre des représentants en janvier, montrent que peu de temps après la fermeture des bureaux de vote, M. Trump s'est rendu compte qu'il n'avait pas le droit de voter. Les alliés de Trump ont commencé à discuter de la manière de forcer la nomination de grands électeurs de Trump, même dans les États où les résultats certifiés indiquaient que les électeurs avaient choisi Biden. L'objectif était de créer les conditions dans lesquelles le Congrès pourrait déclarer que le résultat de l'élection était contesté. Selon la loi, dans de telles circonstances, une élection légitimement contestée serait déterminée par un vote des délégations des États à la Chambre des représentants des États-Unis, une mesure par laquelle les républicains détiennent la majorité. Lorsque le collège électoral s'est réuni le 14 décembre, Giuliani et d'autres ont organisé le rassemblement des partisans de Trump pour qu'ils se déclarent eux-mêmes grands électeurs dûment désignés, même dans les États où Biden était le vainqueur certifié. Trump et ses alliés ont fait pression sur les législateurs républicains d'États clés tels que l'Arizona, la Pennsylvanie et le Michigan pour qu'ils votent officiellement la reconnaissance de ces grands électeurs à la place de Biden. Le 2 janvier, M. Trump a organisé une conférence téléphonique pour 300 législateurs d'État, au cours de laquelle lui, M. Giuliani et l'avocat John Eastman les ont encouragés à convoquer des sessions extraordinaires et à nommer de nouveaux grands électeurs. Malgré les pressions et une alliance avec de nombreux législateurs du GOP, aucun organe législatif n'a voté en faveur des grands électeurs suppléants. Les grands électeurs suppléants n'ont aucun statut juridique, mais certains partisans de Donald Trump, notamment John Eastman et l'avocate Jenna Ellis, ont fait valoir que le vice-président Mike Pence pourrait simplement choisir de reconnaître ces grands électeurs suppléants au lieu des grands électeurs officiels le 6 janvier. Ce n'est que lorsque les assemblées législatives des États ont refusé de voter sur les grands électeurs et que M. Pence a refusé de reconnaître les grands électeurs non officiels de M. Trump qu'il est apparu clairement que ce dernier ne gagnerait pas en s'appuyant sur les grands électeurs suppléants. Simultanément, Trump et ses partisans se sont lancés dans une course effrénée à la recherche d'une éventuelle fraude ou d'une manipulation des machines pour expliquer la défaite de Trump. Cette chasse comprenait des membres du cercle rapproché de Trump et une collection d'outsiders marginaux. Ils ont cité des anecdotes faciles à démentir et des analyses statistiques non scientifiques. Certaines théories reposaient sur une mauvaise compréhension des procédures électorales, tandis que d'autres confondaient d'éventuelles vulnérabilités du système avec des problèmes réellement constatés. Certaines étaient carrément fausses. Dans le Michigan, la campagne de M. Trump a présenté 238 pages de déclarations sous serment émanant d'observateurs des bureaux de vote qui se plaignaient des procédures de comptage des voix. Mais ces déclarations n'apportaient aucune preuve directe de fraude et ont été rapidement rejetées par un juge. En Pennsylvanie, la campagne a cité le récit d'un employé des postes qui a déclaré avoir entendu un superviseur ordonner que les bulletins de vote tardifs soient antidatés, mais l'homme s'est rapidement rétracté après avoir été interrogé. En Géorgie, M. Trump et M. Giuliani ont affirmé qu'une vidéo de surveillance montrait des agents électoraux en train de remplir des bulletins de vote dans des valises cachées sous une table. Les forces de l'ordre ont conclu à plusieurs reprises que la vidéo montrait un dépouillement normal des bulletins de vote et rien d'irrégulier. Les travailleurs ont poursuivi Giuliani en justice.
alléguant la diffamation. Les alliés de Trump, tels que l'avocat Sidney Powell et le PDG de MyPillow Mike Lindell, se sont particulièrement intéressés aux machines à voter fabriquées par Dominion Voting Systems. Ils affirment que ces machines ont été piratées par des partis nationales ou étrangères afin de faire basculer les votes de Trump à Biden à grande échelle. De prétendues recherches sur cette théorie ont été fournies à Powell et Giuliani par une société texane appelée Allied Security Operations Group, dirigée par Russell G. Ramsland Jr. et travaillant avec le colonel de l'armée à la retraite Phil Waldron. Ils ont intégré ces affirmations dans des poursuites judiciaires et les ont citées à plusieurs reprises, notamment après qu'un juge a donné à ASOG l'accès aux machines de Dominion dans un comté du Michigan, Antrim. M. Ramsland a produit un rapport affirmant que M. Trump avait amplifié une fraude généralisée, même si celle-ci avait été démentie par des experts. Malgré toutes ces théories, les autorités ont conclu à plusieurs reprises que l'élection avait été libre et équitable et qu'elle n'avait pas été entachée d'une fraude généralisée, y compris le procureur général de Trump et le ministère de la Sécurité intérieure. Lorsque M. Trump n'a pu trouver aucun tribunal ou autre organe officiel pour avaliser les histoires de fraude, il était clair que M. Trump ne gagnerait pas à cause de ces fausses affirmations. Même après la saga électorale, Trump n'a pas hésité à attaquer Biden sur tous les fronts possibles. Examinons la chronologie et la nature des attaques incessantes de Trump contre Biden au sujet de la crise de la frontière américano-mexicaine. Tout a commencé au début de l'année 24, lorsque le président Joe Biden a annoncé un nouveau décret interdisant aux migrants de demander l'asile à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Cette mesure visait à répondre à l'escalade de la crise frontalière, mais elle est rapidement devenue un point d'ignition politique. M. Biden n'a pas hésité à blâmer l'ancien président Donald Trump et les républicains pour l'échec d'un précédent plan sur l'immigration. M. Biden a déclaré « Trump ne voulait pas régler le problème. Il voulait l'utiliser pour m'attaquer. C'est ce qu'il voulait faire. » Trump n'a pas tardé à réagir. Quelques heures avant l'annonce de M. Biden, M. Trump, candidat républicain présomptif à l'élection de 24 ans, a lancé une attaque cinglante. Dans une vidéo publiée sur son site de médias sociaux, M. Trump a tourné en dérision le décret de M. Biden, le qualifiant de « trop peu, trop tard » et l'accusant de l'utiliser comme une manœuvre politique. Les mots exacts de M. Trump sont les suivants. Après près de 4 ans de leadership faible et raté, un leadership pathétique, Joe Biden le véreux, prétend enfin faire quelque chose au sujet de la frontière. Mais en fait, il ne s'agit que d'un spectacle parce qu'il sait que nous aurons un débat dans 3 semaines. Ce n'était que le début. La rhétorique de Trump a été reprise par nombre de ses alliés républicains. Le Comité national républicain a inventé l'expression « Biden's border bloodbath » pour décrire la situation, amplifiant ainsi le message de M. Trump. Richard Hudson, représentant de la Caroline du Nord et président de l'organe de campagne des républicains de la Chambre des représentants, a prédit que les électeurs seraient tellement indignés par la crise frontalière qu'en novembre, ils expulseront les démocrates de la Chambre des représentants de leur siège pour avoir permis cette crise. Cette déclaration montre clairement comment la question de la frontière est instrumentalisée à des fins politiques. Le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, qui avait été un rival de M. Trump pendant les primaires présidentielles, mais qui est devenu depuis un fervent partisan, s'est lui aussi lancé dans la bataille. M. Scott a critiqué le décret de M. Biden, estimant qu'il s'agissait d'un simple pansement qui ne ferait pas grand-chose pour réduire le nombre de passages à la frontière. Il a déclaré « Le président Biden préfère adopter une posture plutôt que de faire quoi que ce soit de significatif pour sécuriser notre frontière méridionale. » Les commentaires de M. Scott soulignent le discours républicain selon lequel les actions de M. Biden sont insuffisantes et purement performatives. Les attaques ne se sont pas arrêtées là. La ligne dure de Trump en matière d'immigration est un élément central de son identité politique depuis sa campagne de 26 ans, et il a continué à marteler son message. Les partisans de Trump se sont ralliés à ces affirmations, estimant que l'approche de Biden face à la crise frontalière était faible et inefficace. Les attaques incessantes de Trump ont maintenu la question sous les feux de la rampe et en ont fait un sujet de discussion essentiel dans la période précédant l'élection de 24 ans. Du côté démocrate, il y a eu une forte défense des actions de Biden et une contre-attaque contre Trump et les républicains. La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, une alliée clé de Joe Biden, a mis en avant les mesures qu'elle avait prises pour sécuriser la frontière avec le Mexique, même si le Michigan se trouve à environ 1500 km de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ce geste a été perçu comme une tentative de solidarité avec les efforts de M. Biden et de contrer le discours républicain. Le sénateur Chris Murphy du Connecticut a exprimé son scepticisme quant à la légalité du décret de M. Biden, mais a rejeté la faute sur les républicains qui ont forcé la main du président. M. Murphy a déclaré
Au lieu de travailler avec les démocrates pour résoudre le problème, ils ont fait en sorte que nous ayons encore plus de statu quo dysfonctionnel, alors que les Américains veulent exactement le contraire. Ce sentiment a été partagé par de nombreux démocrates qui ont estimé que M. Trump et les républicains étaient plus intéressés par l'utilisation de la crise frontalière comme arme politique que par la recherche d'une véritable solution. Le drame s'est intensifié lorsqu'il a été révélé que le décret de M. Biden faisait partie d'un accord plus large conclu avec les républicains du Congrès au début de l'année. M. Biden l'a qualifié d'accord sur la sécurité des frontières le plus solide depuis des décennies. Toutefois, l'accord a échoué parce que, selon M. Biden, Donald Trump leur a dit de le faire. Cette accusation a jeté de l'huile sur le feu, Trump et ses alliés l'utilisant comme une munition supplémentaire pour attaquer le leadership de Biden. Même après la tentative d'assassinat, les républicains ont tenté d'accuser M. Biden d'avoir ordonné la fusillade. Ces accusations découlent d'un commentaire que M. Biden a fait lors d'un appel téléphonique privé avec des donateurs la semaine dernière. Selon Politico, M. Biden a déclaré « Je n'ai qu'un seul travail, et c'est de battre Donald Trump. Je suis absolument certain d'être la meilleure personne pour y parvenir. » Nous avons donc fini de parler du débat. Il est temps de mettre Trump dans le mille. Ce commentaire est devenu le point central de l'indignation des républicains. Mike Collins, représentant républicain de Géorgie, a été l'un des premiers à réagir, se rendant sur les médias sociaux pour exprimer ses accusations. Sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, Collins a posté « Joe Biden a envoyé les ordres ». Il a ajouté « Remarquez qu'après une tentative d'assassinat du président Trump, les mêmes personnes qui voulaient qu'il soit poursuivi pour avoir dit à ses partisans de marcher pacifiquement vers le Capitole le 6 janvier ne demandent pas que le président Biden soit poursuivi après avoir dit qu'il était temps de mettre le président Trump dans le collimateur après leur débat. » La sénatrice Marsha Blackburn, républicaine du Tennessee, a également fait référence aux commentaires de M. Biden sur les médias sociaux. Elle a écrit « Il y a quelques jours, M. Biden a déclaré qu'il était temps de mettre Trump dans une cible. Aujourd'hui, il y a eu une tentative d'assassinat contre le président Trump. » Madame Blackburn a critiqué M. Biden pour ne pas avoir publié de déclaration dans l'heure qui a suivi la fusillade, qualifiant son retard d'inacceptable. Elle a exhorté M. Biden à se rendre dans le bureau ovale et à s'adresser au peuple américain. Nous ne réglons pas nos différends par la violence. Le président Biden, qui passait le week-end chez lui dans le Delaware, a condamné l'attentat et a appelé les Américains à dénoncer cette violence. Il a déclaré « Nous devons nous unir en tant que nation pour la condamner. C'est dégoûtant, c'est dégoûtant. » M. Biden est ensuite retourné à la Maison-Blanche et a de nouveau abordé la question de la fusillade le dimanche après-midi. Un discours national depuis le bureau ovale est prévu pour dimanche soir. Malgré la condamnation de la violence par M. Biden, les républicains de la commission judiciaire de la Chambre des représentants se sont exprimés sur les réseaux sociaux, demandant aux journalistes s'ils avaient l'intention d'approfondir le commentaire du président aux donateurs. Ils ont écrit « Ça vient d'arriver » dans un message posté après la tentative d'assassinat. Y a-t-il des gens qui ne veulent pas que Trump revienne au pouvoir? En regardant les choses d'un point de vue plus large, y a-t-il des gens qui ne veulent pas de Trump au pouvoir? Tout d'abord, parlons de BlackRock. Avec plus de 9 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, BlackRock est une force puissante dans le monde financier. Ce n'est pas n'importe quel gestionnaire d'actifs, c'est le plus important au monde. Cela signifie que tout changement politique ou économique important peut avoir un impact massif sur ses opérations et ses investissements. Larry Fink, le PDG de BlackRock, a fait part de ses inquiétudes concernant les prochaines élections. Son avertissement selon lequel une réélection de Donald Trump poserait un défi fondamental à l'Europe n'est pas à prendre à la légère. Au cours du premier mandat de Donald Trump, les politiques de son administration ont entraîné une forte volatilité des marchés. La guerre commerciale avec la Chine, par exemple, a créé beaucoup d'incertitudes. Pour une entreprise comme BlackRock, qui se nourrit de stabilité et de prévisibilité, c'était un cauchemar. Il est à craindre qu'un second mandat de Trump n'apporte la même chose, voire pire. C'est pourquoi BlackRock est si préoccupé par le résultat de l'élection. Mais pourquoi l'Europe est-elle particulièrement dans le collimateur? L'approche de Trump en matière d'alliances internationales et d'accords commerciaux l'a souvent mis en porte-à-faux avec les dirigeants européens. La position de son administration sur l'OTAN, le changement climatique et les droits de douane a mis à rude épreuve les relations transatlantiques. Si Trump devait gagner à nouveau, BlackRock craint que ces tensions ne s'intensifient, ce qui pourrait déstabiliser les marchés et les économies européennes. Voyons cela plus en détail. Pendant la présidence de Trump, son administration a imposé des droits de douane sur les produits européens, ce qui a entraîné des mesures de rétorsion de la part de l'Europe. Cette guerre commerciale tit for tat a créé beaucoup d'incertitudes pour les entreprises et les investisseurs. Pour BlackRock, qui a d'importants investissements en Europe, il s'agissait d'une préoccupation majeure.
La crainte est qu'un second mandat de Trump ne conduise à des politiques commerciales encore plus agressives, ce qui tendrait encore plus les relations entre les États-Unis et l'Europe. En outre, la position de M. Trump sur l'OTAN a constitué un autre point de discorde. Il a critiqué à plusieurs reprises les pays européens qui ne dépensaient pas assez en matière de défense et a même menacé de retirer les États-Unis de l'OTAN. Cela a créé beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir de l'Alliance. Pour BlackRock, qui investit massivement sur les marchés européens, toute instabilité dans la région est une source d'inquiétude. La crainte est qu'un second mandat de Trump ne conduise à un nouvel affaiblissement de l'OTAN, ce qui pourrait déstabiliser la région. Le changement climatique est un autre domaine dans lequel les politiques de Trump se sont heurtées à celles de l'Europe. Sa décision de retirer les États-Unis de l'accord de Paris a été largement critiquée par les dirigeants européens. Pour BlackRock, qui se concentre de plus en plus sur l'investissement durable, il s'agissait d'une préoccupation majeure. La crainte est qu'un second mandat de Trump ne conduise à de nouveaux reculs des réglementations environnementales, ce qui pourrait saper les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. Mais il ne s'agit pas seulement de Trump. Le paysage politique dans son ensemble est marqué par l'incertitude, la montée du populisme, l'impact continu de la pandémie de Covid-19 et l'évolution de la dynamique du pouvoir mondial sont autant de facteurs qui contribuent à l'instabilité de l'environnement. Pour BlackRock, l'élection n'est qu'un point d'inflexion dans un réseau de risques beaucoup plus vaste et complexe. Pour l'Europe, les enjeux sont incroyablement élevés. La région est déjà confrontée à de nombreux défis, notamment le Brexit, la stagnation économique et la crise des réfugiés. Une réélection de Trump pourrait exacerber ces problèmes, créant davantage d'instabilité. Il s'agit d'une préoccupation majeure pour BlackRock, qui détient d'importants investissements en Europe. La crainte est qu'un second mandat de Trump ne conduise à un marché mondial plus fragmenté et imprévisible, ce qui rendrait la navigation plus difficile pour les investisseurs. Qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi? Les inquiétudes de BlackRock mettent en évidence l'interconnexion des marchés mondiaux. Lorsqu'un acteur majeur comme BlackRock s'inquiète, c'est le signe que nous devrions tous être attentifs. Le résultat de l'élection pourrait avoir un effet domino, influençant tout, des cours des actions au taux d'intérêt en passant par les marchés de l'emploi. Pourquoi alors les gens continuent-ils à soutenir Donald Trump malgré ces controverses? C'est un ancien président 2 fois limogé qui fait face à de multiples enquêtes criminelles et accusations en une seule. Tout d'abord, parlons de la perception de la persécution politique. Trump et ses partisans affirment que les multiples enquêtes et accusations pénales dont il fait l'objet sont motivées par des considérations politiques. Ils estiment que l'establishment tente de le faire tomber parce qu'il représente une menace pour le statu quo. Ce discours trouve un écho chez bon nombre de ses partisans, qui se sentent privés de leurs droits et pensent que M. Trump se bat pour eux contre un système corrompu. M. Trump lui-même a affirmé à plusieurs reprises qu'il était injustement visé, ce qui ne fait que renforcer la détermination de sa base. Ensuite, il y a l'économie. De nombreux Américains estiment que M. Trump a mieux géré l'économie que le président Joe Biden. Selon un sondage ABC News Washington Post, 54% des personnes interrogées estiment que M. Trump a mieux géré l'économie, contre 36% pour M. Biden. Ce sentiment est partagé par des personnes comme Sherry, une femme de 56 ans qui vit avec une aide au handicap. Sherry a indiqué que depuis l'entrée en fonction de Biden, elle a dû compter sur l'aide de sa famille pour joindre les deux bouts. Elle pense que sous la présidence de Trump, elle était financièrement plus stable et n'avait pas besoin d'autant d'aide. Les préoccupations économiques ne se limitent pas à un seul groupe démographique. 27% des Noirs et 43% des Hispaniques interrogés dans le cadre du sondage ont déclaré qu'ils voteraient pour Trump. Ces chiffres représentent des augmentations significatives par rapport au soutien qu'il a reçu dans les années 20. Par exemple, Kayla Gonzalez, une jeune femme de 32 ans de Philadelphie, et Tommy Miller, un chauffeur de camion noir de Géorgie, expriment que malgré la rhétorique dure de Trump, il croit qu'il a apporté des changements économiques positifs. Kayla trouve que les commentaires de Trump sur le fait que certains immigrants sont des criminels sont durs, mais elle pense aussi qu'il fait ce qu'il faut en essayant de faire respecter l'immigration légale. Tommy, quant à lui, apprécie les efforts de Trump pour maintenir le prix de l'essence à un niveau bas, ce qui a eu un impact direct sur ses moyens de subsistance en tant que chauffeur routier. La position de M. Trump en matière de politique étrangère recueille également un certain soutien. Certains électeurs apprécient sa rhétorique sur la limitation des relations internationales et la priorité donnée à l'Amérique. Alice Castaneda, une Texane de 58 ans qui s'identifie comme très libérale, a déclaré qu'elle avait toujours voulu Trump parce qu'elle pensait que Biden faisait plus pour les autres pays que pour les Américains. Ce sentiment est partagé par d'autres personnes qui pensent que la politique étrangère de Trump est plus axée sur les avantages pour les États-Unis que sur l'implication dans des conflits internationaux.
Même parmi ceux qui pensent que Trump a enfreint la loi, il y a encore du soutien. 18% des personnes interrogées qui pensent que Trump devrait faire l'objet de poursuites pénales pour ses efforts visant à renverser l'élection de 22 ans ont déclaré qu'elles voteraient quand même pour lui. Rebecca, une étudiante de 19 ans, a exprimé ses inquiétudes quant aux actions de Trump, mais continuerait à voter pour lui parce qu'elle pense qu'il a été un bon président. Rebecca s'inquiète de la façon dont Trump a traité les documents classifiés et les allégations d'inconduite sexuelle, mais elle estime que sa présidence a apporté des changements positifs qui l'emportent sur ses préoccupations. La loyauté à l'égard de Trump est également alimentée par le manque d'alternatives attrayantes. À la question de savoir qui pourrait se présenter contre Trump et les inciter à reconsidérer leur vote, de nombreuses personnes interrogées se sont montrées incertaines. Ce sentiment a été partagé par plusieurs personnes interrogées par ABC News. Elles estiment que les autres hommes politiques sont également des escrocs et des criminels, et que Trump, malgré ses défauts, a fait beaucoup de bonnes choses. Sherry, par exemple, a mentionné qu'elle ne pourrait pas se résoudre à voter pour Biden lors d'une élection générale en 2024 parce qu'elle pense qu'il n'y a pas de meilleures options. Malgré sa mise en accusation et les batailles juridiques en cours, de nombreux Américains pensent que Trump représente leurs meilleurs intérêts et sont prêts à ignorer ses problèmes juridiques pour le soutenir lors de l'élection de 24 ans. Cliquez sur l'une des cartes de votre écran pour voir d'autres vidéos de ce type.